Auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 26 juin 2022 avec un ami, l'abbé Théophile Mourenguiran-Houari, qui vient de sortir un livre qu'il vous a déjà présenté en langue Kinyarwanda. Et comme le livre lui-même est écrit en français, nous avons pensé qu'il serait bon. Et il l'avait promis de toute façon à sa première émission avec nous, que ce livre vous soit présenté en français. Abbé Théophile, bonjour. Bonjour, et monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Et je vous remercie beaucoup pour votre appel et je salue aussi particulièrement les auditeurs et téléspectateurs de votre radio-télévision, La Voix des Grands Lacs. Et je crois que je peux commencer par me présenter aux auditeurs. Exactement, c'est ce que j'allais vous suggérer, comme ça, même si vous vous êtes présenté déjà à vos auditeurs, auditrices en Kinyarwanda. Oui. Effectivement, nous avons un auditoire plus large aujourd'hui. Hein. Présentez-vous. Oui, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi vous avez écrit ce livre? Expliquez-nous un peu pour savoir. Ok, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et je me présente d'abord au public. Le public rwandais, certains me connaissent déjà, d'autres ne me connaissent pas. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais d'abord leur dire qui je suis. Mon nom est Théophile Mourenguiran-Houari et je suis né au Rwanda, dans l'ancienne préfecture de Cyangugu, et dans l'année 1970. Donc, et je suis, donc mon âge, si je compte à partir de 1970, donc je suis âgé de 52 ans. Et après la présentation, et je voudrais donc partager Et je vous ai appelé monsieur l'abbé, si vous pouvez dire, est-ce que je me trompe ou pas, vous êtes abbé de l'Église catholique. Ah oui, vous êtes pas trompé. Il faut le dire à vos... Voilà. Oui, donc c'est important aussi de... Et vous êtes maintenant en Europe. De préciser que, donc, exactement, je suis prêtre catholique et même un prêtre catholique, mais j'ai poursuivi toute ma vie, j'ai essayé de poursuivre mes recherches et pour essayer d'approfondir le problème et la problématique du conflit rwandais. Et le conflit rwandais connu communément comme un conflit entre les Hutus et les Tutsis. Mais mon souci principal, et c'était d'ailleurs mon objectif de mon ordination sacerdotale, et je m'étais fixé comme objectif, même si objectif difficilement atteignable, mais la réconciliation entre les Rwandais, ça me tenait vraiment à cœur. Et c'est ainsi même que
Et j'ai écrit, bon, tard au passé, j'ai présenté au public plusieurs écrits, mais mon livre actuel, et qui est intitulé déjà donc Rwanda, libération à tout prix, je l'ai écrit exactement dans ce sens que je voudrais donner ma contribution pour la réconciliation du peuple rwandais. Mon bonheur, ce n'est pas moi seul, il y a, comme pour toutes les personnes de bonne volonté, c'est de voir une fois le peuple rwandais vivre en paix, vivre uni, où les Hutus et les Tutsis se comprennent très bien et que vraiment se compris. Et c'est mon souhait que ce conflit qui a trop duré puisse trouver sa fin une fois pour toutes. Voilà. Alors, Abbé Théophile, Oui, j'ai partagé la couverture de votre livre. oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens des photos qui sont mises en première de couverture? Oui, je le fais très, très volontiers. Et je commence, que si je vois donc la couverture déjà qui se présente à notre écran, et il y a le titre, et Rwanda, bien sûr, et pour montrer que tout ce que dans son livre, il va vraiment du Rwanda et d'approfondir la problématique du conflit rwandais. C'était ça mon souci. Et avec le grand titre, alors, Libération à tout prix. Et on voit aussi le sous-titre et les séquelles du colonialisme et l'exacerbation du conflit tribal au Rwanda. En bas, il y a des images qu'on a choisies pour présenter au public, mais ce sont des images qu'on n'a pas choisies au hasard. Et ce sont des images qui montrent vraiment la vie réelle du Rwanda et pour les problèmes qui ont touché la société en général au Rwanda. Et si on a assez de temps, on peut aussi donc expliciter ces images. Peut-être que ça peut aider aux téléspectateurs de bien comprendre Ça permet effectivement aux téléspectateurs de oui. savoir le contenu peut-être un peu moins en profondeur, mais Mm-hmm. d'imaginer le contenu à partir des images qui apparaissent maintenant à l'écran. Oui. Bon, je voudrais d'abord commencer par parler du titre et en gros. Et donc, libération à tout prix, à tout prix. Et tout le peuple du monde, et comme le peuple rwandais aussi, ils aspirent à la liberté. C'est même la destinée d'une nation que les gens puissent vivre et vraiment libre et se sentir épanouis dans leur propre pays. C'est ainsi que dans un pays où il y a manque de liberté, comment peuvent faire la population pour et donc essayer donc de mener une vie normale, digne des êtres humains. Donc ces gens-là sont appelés à se libérer. Pourquoi alors parler de libération et dans la problématique rwandaise que nous connaissons? C'est qu'il y a tant d'années, tout le monde a pu remarquer ça, c'est pas moi seul, que des gens ont essayé de chercher des voies et moyens pour essayer de sortir des problèmes liés à leurs histoires, et des graves problèmes de sources de conflits, mais qui ont fait que certaines catégories de populations se sont senties vraiment enchaînées, si je peux dire. Ils ne pouvaient pas vivre libres. Mais
il a fallu que le Rwanda donc, fasse un pas pour donc, atteindre son indépendance politique, mais chaque fois, le conflit tribal est intervenu donc entre-temps, de façon que une libération prônée ici et là, et plusieurs se demandent est-ce que vraiment ce peuple s'est libéré? Si vraiment on s'est libéré, pourquoi ces conflits incessants qui n'en finissent pas? C'est même ce qu'on assiste aujourd'hui. Le régime du FPR sous le président Paul Kagame, une fois ils se sont dit, on va libérer ce pays. Mais qui était vraiment concerné par cette libération? Mais jusqu'ici, on nous chante dans les oreilles qu'on a libéré un autre pays. Mais à quoi est-ce qu'on assiste? C'est que les gens vivent presque, les gens sont exploités, ils vivent asservis, si je peux dire. Si je peux dire, alors, où est cette libération? C'est pourquoi, alors, j'ai pensé, le peuple a droit de se libérer, le peuple a droit de vivre libre pour vivre dans un pays vivable. Alors, il faut que ce pays, ce peuple soit libéré une fois pour toutes. Et les problèmes qui apparaissent, les problèmes qui viennent souvent, que ces problèmes, ces conflits tribaux qui disparaissent une fois pour toutes. C'est ainsi que j'ai parlé donc libération à tout prix. Alors, chacun a pu le constater, et tout le monde qui a pu analyser, poursuivre l'histoire du Rwanda, et que le colonialisme, au lieu de nous aider à sortir d'une histoire un peu compliquée qui faisait que les gens ne puissent pas vivre heureux, libres dans leur pays, le colonialisme, au lieu d'aider à ce que les gens adoptent des idées modernes qui puissent vraiment libérer tout un peuple, le colonialisme a fait que ces conflits s'aggravent. C'est une triste réalité, mais il faut aussi le constater, et cette réalité qui est dure à avouer, mais quand même c'est une réalité. Alors, si ce peuple doit se libérer, d'ailleurs, comme les peuples du monde doivent se libérer des jougs qui les enchaînent, alors il faut que une vraie libération aboutisse à une vraie réconciliation des habitants et d'une nation. C'est ça, en fait, le sens du titre du livre. Bon, si vous voulez aussi, on peut aussi analyser un peu ces images qui apparaissent sur la couverture et pour Bon, que les on images, en... en fait, elles sont peut-être pas bien visibles. Je vais les énumérer, hein, et puis on Oui, passera au livre proprement dit. oui. La première image où je pose ma main, Mhm, c'est l'ancien tambour royal Kalinga qui portait les restes des ennemis tués ou autres. mhm, Donc, c'est pour marquer aussi quel était le sens de l'ancienne monarchie mhm, qui a quand même gardé le contrôle sur le Rwanda pendant des centaines d'années, mhm, pendant plusieurs siècles. Ensuite, vous avez ici le sceau du Front patriotique rwandais qui dirige aujourd'hui le Rwanda. Après, vous avez des photos. On ne va pas commenter chaque image hein, parce que de mhm, toute façon, dans le livre, il y a un sous-chapitre destiné à ça. Il y a le roi Kigeli qui a été couronné en 1959 en remplacement de son grand frère Mutara III. Ensuite, vous avez le premier président rwandais, donc de la première république, Dominique Mbonyumutwa. Ensuite, vous avez le président Grégoire Kayibanda, qui est resté au pouvoir de 62 à 73. mhm, Le général Juvenal Habyarimana, qui est resté au pouvoir
de 73 à 1994, qui fut remplacé par Théodore Sindikubabo, qui a été président pendant la période du génocide. Et après, vous avez le premier président après le génocide, Pasteur Bizimungu, et ensuite Kagame, qui est là depuis maintenant une vingtaine d'années, plus pratiquement depuis 28 ans, c'est lui qui dirige le pays. Et là, vous avez c'est quoi ça? C'est la couronne royale? Oh, je crois que donc c'est le sigle ou bien. C'est le symbole de la royauté aussi. Voilà. Et là, la royauté rwandaise est un peu moderne, donc. Voilà. Oui. Et ça, c'est le sceau de la République rwandaise. Oui. Sous les deux républiques, qui a été modifié en 1994 par le régime de Paul Kagame. Oui. Alors, pour l'instant, comme présentation de la couverture, ça devrait suffire à nos téléspectateurs. Je vais peut-être mettre aussi la quatrième de couverture, c'est ça, avec la photo de l'auteur. Il y a un peu plus de détails sur lui. Théophile Molenguelanwa est l'auteur de ce livre. Il est né le 22 juin 1970 à Changi, en préfecture de Tchangou, au sud-ouest du Rwanda. Il a grandi dans sa région d'origine avant de poursuivre ses études au petit et au grand séminaire ordonné prêtre en 1998. Il dut quitter le Rwanda en 2003. Il vit aujourd'hui en Allemagne sous statut de réfugié. Ça aussi, ça suffit comme présentation. Maintenant, plus tard, lorsque le livre commencera à circuler, on pourra organiser des conférences, on pourra organiser des éléments de communication pour mieux expliciter le contenu de ce livre. En tout cas, moi qui ai lu ce livre, je puis vous garantir que c'est un livre bien fourni avec plein d'éléments de recherche et d'expérience personnelle. Abbé Théophile, dans l'introduction, dans la présentation de l'auteur, nous parlons de Changi. Préfecture de Tchangou, les gens ont déjà peut-être entendu ce nom. Et Changi, c'était quoi? C'est quoi? Est-ce que Changi existe encore? Qu'est-ce qu'il représente dans l'histoire de notre pays? Ça peut intéresser les gens. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et il a fallu que dans mon livre, je parle de ma région natale et en fait, ma colline où je suis né, donc la colline d'Oshangi, une petite colline, mais qui a beaucoup de signification dans l'histoire rwandaise. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, on ne va pas présenter tout ce qu'on a écrit là-dessus. Mais il y a ce qui est vraiment intéressant, c'est que à l'époque coloniale, donc au début du colonialisme, il s'est fait que le premier colo qui est arrivé au Rwanda, quand il a fourré le sol rwandais, donc l'Européen où il est arrivé, c'est à Changi, c'est-à-dire où je suis né. Et je vais vous dire pourquoi c'est très important de s'attarder un peu sur ce détail, parce que Richard Kant, c'était le premier résident rwandais, donc c'était un Allemand, un colo, qui était arrivé au Rwanda, et désigné comme résident du Rwanda. Donc, il a préféré mettre ça et donc de bâtir sa résidence au Rwanda, donc à Changi, dans cette petite, donc sur cette petite colline et en face du lac Kivu. Mais ce qui est étonnant et qui est un peu surprenant, c'est que dans ses écrits,
Richard Kant, c'était un médecin, mais il était désigné comme, donc, par ses supérieurs, donc, dans son pays, comme le maître du Rwanda. C'est-à-dire que le roi du Rwanda, et bon, peut-être que j'aurais le temps aussi de mentionner comment ces premiers colonisateurs furent accueillis à Changi. Mais donc, Pour cette partie-là, je pense que c'est bien dit dans le livre, hein. oui. Il vaut mieux laisser quand même au lecteur de découvrir ce chapitre qui est très intéressant. Oui, oui. Effectivement, mais bon, déjà de signaler que Changi fut la première colline où résidait Richard Kant, qui est très connu Oui. dans l'histoire hein, du Rwanda et de la région. C'était un Mhm. explorateur, en fait, même Oui. médecin. Mhm. Donc, il avait choisi la colline de Changi pour diriger le Rwanda d'alors. Oui. Et en signalant que c'était assez loin quand même du siège de la royauté, hein, de la monarchie rwandaise, Mhm. qui se Mhm. trouvait plus au nord, au centre du pays. Oui. Voilà. Bon, en fait, moi, je me suis posé la question pourquoi le premier résident du Rwanda, donc cet Allemand, donc Richard Kant, pourquoi il n'a pas préféré donc, habiter la capitale royale à ce temps-là, c'était Nyanza, mais il a préféré rester dans ce coin-là, à Tchangougou, donc à Changi, près du lac Kivu, et Et donc, c'était là où s'était basée l'administration coloniale, en fait. Et alors, c'est-à-dire qu'il il présidait au destiné du Rwanda à partir de Changi. Mhm. Et la ville de Kigali, donc fondée par Richard Kant lui-même, donc a été fondée un peu plus tard. Mais donc, ce coin-là de Changi a permis aux colonisateurs de s'organiser, d'étudier le pays, de voir comment la population vit, comment. Donc, ça lui a permis de prendre son temps pour et, étudier comment vraiment il va prédestiner et présider au destiné de ce pays. Donc, le premier résident du Rwanda. Mais un détail que je voudrais mentionner, c'est que quand il est arrivé, il a tout de suite remarqué qu'il y avait un conflit, même si ce n'était pas un conflit tellement ouvert, mais il avait vu qu'il y a une tension entre les Hutus et les Tutsis. Dans ses écrits, Richard Kant, il disait que les Hutus, ils aimaient souvent venir se plaindre et lui dire vraiment et pourquoi les Tutsis nous ont maintenus dans cet état donc considéré comme un état d'esclavage. Mais c'est donc Richard Kant, bon, il était nommé par Rwandais Kanayoge, mais il disait les Hutus, ils se conduisent comme des grands enfants. Pourquoi une population déjà nombreuse, pourquoi ils peuvent se plaindre qu'ils sont sous la servitude? Mais il disait, il suffit que vous fassiez quelque chose, faites quelque chose, personne ne va vous sortir de cette situation. C'est vous-même qui allez vous libérer. Donc, c'était un détail que je. Mais quand Richard Kant donc, il vivait encore à Changi, où il avait donc la résidence, il avait appelé Changi et la résidence de la paix, ou bien la colline de la paix. Mais c'est là qu'il a pris le temps donc d'étudier, donc de faire ses recherches pour voir comment diriger vraiment ce pays qui était difficile à diriger à cause des conflits entre les composantes de la population. Alors, et Alors, on pourquoi peut situer l'arrivée de Kant, on la situe à quelle période exactement? Bon, disons que quand les premiers colons allemands étaient venus, c'était bon,
je ne peux pas dire exactement comment étaient les années, mais c'est les débuts des années 1900. 1900. D'accord. Et donc, dans les débuts. Et, Mhm. bon, et notre détail, c'est qu'à Changi, donc, il y a eu une grande guerre, donc une bataille qui est certaines personnes peut-être n'y pensent pas, mais il y a eu une grave, une grande bataille. Et quand les Européens, ils ont enfourré le sol rwandais, donc à Changi, et la cour royale a aussitôt envoyé des troupes sur place. Donc, des armées. Donc, ils sont allés à Changi, bon, ils disaient, bon, les Européens étaient arrivés en petit nombre. Et les Rwandais pensaient, non, ce sont des gens qu'on va chasser tout de suite. Ils ne sont pas nombreux. Et puis, les Rwandais, la royauté rwandaise se vantait donc de la vaillance, de la bravoure, de ces soldats, tout ça, comme l'histoire nous le décrit. Mais toute l'armée royale a été décimée à Changi dans le début des années 1900. Et donc, Kalikoro, parce que l'armée royale donc, qui est arrivée à Changi, ils étaient munus de flèches, des lances, de toutes ces armes traditionnelles. Et ils croyaient comme ça affronter les Blancs. Ils étaient en petit nombre, mais ils avaient des armes modernes, des armes à feu. Alors, ils ont exterminé et donc l'armée du roi. Donc, dans ce temps-là, c'était à l'époque, non, le roi Wikiri était mort, donc c'était son fils qui régnait. Donc, Mutara Rutarindwa, non, Mibambwe Rutarindwa. Et donc, l'armée royale a été décimée donc, à ce lieu de Changi. Bon, les anciens nous le disaient. Mais pour ne pas trop y attarder, donc, disons que ma région natale où je suis né donc, a été en contact en premier avec la civilisation moderne et de façon que je pense que et donc il y a donc il y a un rôle important que cette région a joué dans l'histoire du Rwanda, donc de telle manière que j'ai pensé qu'il serait mieux de partir de là-bas pour montrer les gens qui ont eu en contact avec les Européens en premier, pourquoi les problèmes qui se sont abattus sur le Rwanda n'ont pas épargné aussi une telle région aussi chez nous et à Changi. Mais donc, j'en ai profité pour décrire la situation rwandaise, la problématique rwandaise, et donc à partir de ma région natale, je crois que donc, si vous me posez d'autres questions là-dessus, ou bien d'autres questions, je crois que ça va expliciter ce que nous sommes en train de dire. Merci. Merci pour cette description en fait, qui nous montre le contexte dans lequel vous avez grandi, hein, en sachant que vous étiez né sur une colline pratiquement choisie parmi mille. Parce que Richard Kant n'a pas été sur toutes les collines du Rwanda. Il est venu, s'est installé à Changi. C'est là qu'il a dû vaincre les troupes royales pour finalement devenir le représentant de l'Allemagne au Rwanda en 1908. Et c'est là qu'il a fondé d'ailleurs la capitale Kigali, hein, en 1908. Oui. J'imagine que ça a dû vous influencer quelque part de connaître cette histoire, de l'entendre souvent, de voir l'ancienne résidence de Kant, parce qu'elle est encore là à Changi, je pense. Oui. Il y a encore les vestiges. Je dirais que ça m'a influencé parce que aussi les anciens nous racontaient beaucoup Tout à fait. à propos de ce qui s'est passé. Donc, quand on attendait de terre, on croyait à des légendes, mais c'était l'histoire. Mais les anciens, ils savaient tout ce qui s'est passé. Et donc, dans cette région qui a joué une grande importance et dans l'histoire du Rwanda. Donc, je suis parti de là pour essayer d'expliquer le problème de tout le pays. Et
mais à me baser aussi à d'autres éléments que j'ai puisés ici et là pour essayer d'expliquer le problème rwandais. Alors, revenons à la libération à tout prix. Ah oui. Se libérer de quoi aujourd'hui en 2022, où on dit que tout va bien au Rwanda, que le Rwanda est un pays moderne, exemplaire, qu'il se tient un sommet de 54 chefs d'État qui vient de clôturer ses travaux au Rwanda, le sommet du Commonwealth, à l'époque, en 1908. On ne peut pas dire que le Rwanda parlait anglais ou allemand ou français. Il était juste occupé par quelques Allemands. Oui. Et aujourd'hui, le Rwanda est un pays anglophone, francophone et tout ce que vous voulez, kinyarwandaphone. Quel lien y aurait-il entre l'histoire ancienne des années 1900, l'arrivée des Allemands, ensuite leur défaite en 1916 pendant la Première Guerre mondiale par les Belges et les Congolais, ensuite les Belges qui sont restés au Rwanda jusqu'en 1962. Quel est le lien qui peut exister entre toute cette période avec la situation actuelle du Rwanda? Bon, merci pour cette question. Et en fait, j'essaie aussi de faire le lien entre ce que nous voyons aujourd'hui et l'histoire du passé. Et je dois préciser une chose. Et sans doute que beaucoup de pays ne s'en rendent même pas compte. Quand on dit que les Rwandais, la population rwandaise vit aujourd'hui dans une souffrance inouïe à cause d'une tyrannie qui s'est installée une fois, et comme ça. Mais ce qui m'a frappé aussi mon attention et qui a dérouté mon intelligence, je pense, c'est pourquoi jusqu'ici, les Européens ne peuvent pas regarder exactement ce qui se passe réellement au Rwanda, mais quand on voit comment plutôt ils essaient de louer le pouvoir rwandais actuel comme un pays qui serait exemplaire. Mais moi, je me dis, si un pays n'est pas exemplaire dans les droits de l'homme et qui piétine les droits de l'homme, quand un pays maintient sa population dans une sorte d'esclavage moderne et les pays dits modernes défient, bon, vous parlez de ces réunions et des conférences internationales à grande échelle comme cette conférence du Commonwealth qui vient d'avoir lieu, mais aussi que le Rwanda, il y en a qui disent qu'il préside maintenant à la francophonie. Il n'y a pas d'erreur. Mais pourquoi un pays qui opprime sa population, comment un pays qui piétine les droits de l'homme peut être représenté au niveau international comme ce serait un pays exemplaire? C'est ce qui peut toucher tout Rwandais ou toute personne qui réfléchit. On dit donc, pour dire quelque chose, il y a quelque chose de louche, quelque chose qui est indescriptible, mais donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour revenir sur donc cette question, donc, quel est le lien entre l'histoire et la situation que nous voyons actuelle? En fait, et on va peut-être donc le lire suffisamment, c'est décrit suffisamment dans ce livre. Et la colonisation installée au Rwanda donc dans ses débuts, il y a eu une façon bizarre donc de pouvoir soumettre donc la population. On a dit il faut l'administration indirecte. Alors, il s'est fait que la colonisation utilisait les Rwandais pour exploiter d'autres Rwandais. C'est ça même que c'était, on dit non, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas continuer. Mais pour l'État colonial, c'était
Et c'était un avantage parce qu'il fallait aussi mater cette grande population. Donc, il fallait faire régner et la population par les Rwandais interposés. Alors, il y a eu un temps vers l'indépendance du Rwanda où on dit non, ça ne va pas aller. Il ne faut pas que la colonisation continue à favoriser les Tutsis et pour exploiter les Hutus, ça doit finir. Donc, on a prêché les valeurs d'égalité, de fraternité et de liberté. Alors, on a cru une fois que ce problème prenait fin avec l'indépendance, mais quand exactement le FPR, donc je dirais les anciens aristocrates et tout ce qui était favorisé par la colonisation, quand ils sont revenus au pouvoir par le biais du FPR, la population rwandaise s'est retrouvée exactement dans la situation similaire comme au temps colonial. C'est pourquoi aujourd'hui, et beaucoup de personnes donc, ils disent non, ça ne peut pas aller. Il faut qu'on revienne aux anciennes valeurs qui ont conduit que le bas peuple et donc la volonté de se libérer. Et aujourd'hui, on dit, si les mêmes Européens ne peuvent pas même se rendre compte qu'un pays est en train de piétiner sur les droits des personnes, alors il faut que ces personnes qui sont malmenées, ils prennent leurs responsabilités et qu'ils pensent à nouveau à se libérer. Parce que je considère que se libérer du joug, se libérer de l'exploitation, c'est le droit le plus absolu. Même la charte des droits de l'homme prévoit que si un peuple sous la domination, si un peuple est exploité, ce peuple, c'est son droit de se libérer. Alors, dans la situation actuelle, je ne vois pas d'autre issue. Et pour moi, je dis que le peuple rwandais devrait à nouveau prendre ses responsabilités et recouvrer sa liberté qui a été bafouée par certaines personnes et soutenue par aussi certaines personnalités au niveau de la communauté internationale qui ne se rendent pas compte que le peuple rwandais vit sous l'exploitation et par un régime tyrannique. Oui. Alors, voilà qui est bien dit. En fait, vous avez résumé l'ensemble du livre. Hein. On ne va pas revenir sur les détails. En passant, vous avez aussi soulevé des questions qui peuvent faire penser que votre famille personnelle a traversé toutes ces périodes houleuses et qu'elle a vécu ça dans sa chair, en sachant aussi que vous aviez une famille soudée qui était composée de toutes les parties, de toutes les communautés rwandaises, en fait, tous les Tutsis, les Batois, je ne pense pas, mais vous êtes une famille, vous êtes issu d'une famille qui a des membres dans toutes les ethnies du Rwanda. Oui. Est-ce que cela a influencé aussi la ligne éditoriale de votre livre? Bien sûr, parce que je me suis dit, l'histoire personnelle, bon, ce sont les familles et surtout dans notre région à l'ouest du Rwanda et où les gens se sont mêlés par les liens de mariage. Alors, il s'est fait que ma famille propre, et voilà où j'ai vécu, où j'ai grandi, et donc de toute ma jeunesse, je n'ai vu aucun conflit entre les ethnies ou dans la région où j'étais, jusqu'à
jusqu'à l'attaque du FPR. Donc, quand les tenants du régime actuel ont pris des armes pour conquérir le Rwanda, soit-disant pour libérer le pays. Mais avant, c'est-à-dire que quand ils ont attaqué, j'avais 20 ans. J'avais eu le temps et de vivre ma jeunesse. Donc, je peux me rappeler de tout ce qui s'est passé, de tout ce donc, dans ma famille propre, je n'ai jamais vu aucun problème qui peut significatif entre, donc, quant à la cohabitation entre les Hutus et les Tutsis. Bon, c'est-à-dire que quand je dis que donc les membres de ma famille, donc c'est ma famille, on peut trouver donc les deux ethnies et comme on dit donc les Hutus et les Tutsis, mais quand même parce que mon père était une autorité donc autant donc avant que donc le FPR donc n'attaque et je n'ai jamais vu aucune ségrégation au niveau des ethnies de la part des autorités. Mais ce qui m'a surpris, c'est que quand le FPR est arrivé au pouvoir, il a dû donc inventer des mensonges et des contre-vérités et dire que les gens qui vivaient au Rwanda sous les deux premières républiques, ils n'ont vécu que les problèmes ethniques. Donc, et moi, je dis, j'étais, et donc à l'époque, surtout à l'époque du génocide, donc en 1994, j'étais adulte, donc je pouvais voir ce qui se passait. Vraiment, je n'ai jamais donc les problèmes qui sont décrits aujourd'hui par le régime actuel pour accuser les gens et pour les maintenir donc dans l'oppression, en prétendant que ces gens-là étaient gangrenés par l'ethnisme. Et moi, je dis que ce sont des mensonges. Et moi, je dis, quand il y a un mensonge quelque part, il faut y apporter la vérité. C'est même l'objet aussi donc de ce livre, c'est de mettre la vérité où les mensonges inouïs se sont racontés sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse contredire cela. Et en plus, en tant que quelqu'un, donc homme d'église, moi je disais, il ne faut pas que les mensonges ou bien l'esprit du mensonge s'installe dans ces pays et qu'il n'y ait personne pour dénoncer la situation de mensonge. Alors, si on veut construire un avenir meilleur pour les futures générations, il faut qu'on change de mentalité. Donc, cet esprit de mensonge qui s'est installé au Rwanda, il faut que tout change et que les gens donc adoptent la voie de la vérité, comme on le dit aussi, et que c'est la vérité et la vérité qui peut rendre les gens vraiment libres. Donc, c'est la vérité aussi qui peut rendre une nation libre. Voilà. Merci, Abbé Théophile. Je vais vous poser une question que vous abordez de toute façon d'une certaine manière dans votre livre. La liberté et le dialogue, est-ce que ça peut coexister? Je veux dire la libération que vous proposez. Oui. Elle peut se faire par le dialogue ou le dialogue vient après? Bon, pour moi, donc, un dialogue, comme un dialogue de sourds, ça ne mène nulle part. Donc, c'est ma conviction. Bon, si vous dialoguez avec quelqu'un, il faut qu'il y ait la volonté de part et d'autre de vouloir dialoguer. Mais si quelqu'un dit à l'autre, moi, j'ai pas besoin de dialoguer avec toi, comme on voit comme le régime actuel du FPR qui dit, si vous voulez dialoguer avec nous, soumettez-vous
en nous et en nos lois, et nous pouvons voir comment pouvoir dialoguer. Moi, je n'appelle pas un dialogue. Alors, vous me posez la question donc si donc le dialogue et la libération peuvent aller de pair. Moi, je dis que je pense que la libération doit être un préalable pour que les partis qui veulent dialoguer acceptent un dialogue. Alors, pour moi, si un peuple est opprimé, le premier devoir, c'est avoir cette détermination de vouloir de mettre les choses en ordre. Quelqu'un qui vient dialoguer avec toi, c'est-à-dire qui te respecte, mais quelqu'un qui t'opprime, il n'a aucun sens de respect pour toi. Alors, comment dialoguer avec quelqu'un qui ne te respecte pas? Alors, la libération, pour moi, c'est cette façon donc de s'affirmer, de montrer qu'on est quelqu'un qui est digne de respect. Et dans ce cas, je crois que ça peut ouvrir la voie au dialogue. Mais moi, donc, je pense que d'abord, la libération, après le dialogue, on peut voir. En somme, vous privilégiez la révolution. En réalité, vous privilégiez la révolution pour aboutir à une libération authentique, et puis ensuite on dialogue. Bon, en quelque sorte, bon, quand on parle de la révolution, c'est un peu... Et donc, la révolution, je dirais que c'est une façon de... Donc, une des voies pour mener à terme une libération. Mais il y a des abus quand il y a une révolution. Donc, si on ne fait pas attention, bon, c'est mon avis, une révolution qui n'est pas bien menée peut aboutir au chaos. Et quand un pays tombe dans un chaos, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Bon, je crois que c'est ce qui s'est passé aussi pendant la libération du FPR. Bon, ils disent aussi une révolution, mais qui était une libération, bien une révolution qui était chaotique. Donc, qui créait un chaos qui ne respectait pas des structures mises en place. Donc, qui voulait tout changer sans considération aucune pour les gens qui vivent dans ces pays. Donc, je pense que la révolution, oui, mais une révolution qui est bien pensée pour que on ne déplore pas de dégâts après la révolution causés par le chaos. Mais en quelque sorte, je pense que il y a beaucoup de voies de mener une libération et la révolution et aussi mais une révolution à mon avis, doit être contrôlée. Est-ce que vous pensez que nous devrions parler de l'ensemble du livre ou ces éléments pour l'instant suffisent pour aiguiser la curiosité du lecteur, en fait? Parce que c'est ça l'objectif de cette émission. Ce n'est pas d'expliquer tout ce qu'il y a dans le livre, mais si vous avez un élément ou un chapitre sur lequel vous souhaiteriez intervenir spécifiquement, nous avons encore, donnons-nous 5 minutes maximum parce que on ne devrait pas trop en dire aujourd'hui. Donnons plutôt la priorité au livre. Oui. Et puis, je rappelle à nos téléspectateurs que le livre sort incessamment d'ici 2-3 jours. Le livre sera sur le marché et le livre sera aussi sur Amazon en ligne en format e-book et aussi en format livre papier broché. Oui. Merci beaucoup. Donc, comme vous le dites, le but maintenant, c'est essayer d'aiguiser la curiosité et donc d'inviter les gens pour qu'ils puissent lire ce livre et
et pour alors, comme Aimon à la fin, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais je peux indiquer donc pour les téléspectateurs, pour nos auditeurs, quelle serait la motivation pour lire ce livre. Moi, je dis que quand il y a l'ignorance quelque part, cette ignorance peut conduire aux situations inattendues. Et si on ne fait même pas attention, ça peut conduire aux catastrophes. Donc, c'est ce qui est arrivé au Rwanda. Mais quand je considère la situation actuelle où le régime de tyrannie malmène la population, et que cette même population ne peut pas se retrouver parce qu'il y a des gens qui se demandent mais qu'est-ce qui nous est arrivé avec ce régime. Il y en a qui se disent, on dirait que ce sont des diables, on disait qu'ils sont possédés. Pourquoi les gens peuvent agir comme ça? Pourquoi une telle cruauté? Pourquoi les prisons, pourquoi les crimes contre les droits de l'homme donc, qui n'en finissent pas? Alors moi, je dis que si la population ne parvient pas à trouver un moyen pour sortir de cette situation, c'est qu'il y a une situation ignorance quelque part. Donc, ce qui tue les gens, ce n'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas les besoins de base, mais l'ignorance aussi, c'est quelque chose qui peut et défavoriser toute une population. Donc, si le FPR et Nkotani a pu nous maintenir dans cette situation intenable, en fait, durant tout son temps, c'est qu'il y a une ignorance quelque part dans la population. C'est le souci. Alors, de savoir que, bon, de mon côté, j'ai écrit ce livre, donc j'ai pensé à ce livre, et c'était ma contribution, bien sûr, et pour dire que je n'ai pas raison sur tout ce que je veux et sur tout ce que je dis, mais que c'est ma contribution pour que quelqu'un puisse dire, donc, lire et dire, ah, cet élément, je le connaissais, donc j'ignorais ça. Et alors, c'est comme ça que les idées vont se mettre ensemble, qu'on va dire, ah, voilà comment on peut sortir d'une situation qui nous embarrasse, qui ne nous efface pas. Bon, mon expérience aussi, ça compte pour les auditeurs et téléspectateurs. Et je vous dis que, donc, à part mon parcours donc, dans l'Église, je me suis beaucoup intéressé au conflit rwandais. Et par après, je suis entré en contact avec plusieurs politiciens ici et là. Et puis, j'ai eu le temps aussi d'être en contact avec le feu roi Kigeli V, donc le dernier roi du Rwanda qui est décédé. Alors, ça m'a permis de rassembler plusieurs éléments qui peuvent nous aider à comprendre comment on en est arrivé jusqu'ici. Et surtout, pourquoi un régime nous maintient dans une situation de servitude et que quelquefois nous nous sentons incapables, que nous nous sentons donc dans l'impuissance et contre ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est ça ma contribution et que j'ai j'ai essayé de rassembler mes idées. Alors, la motivation pour celui qui nous écoute et pour lire ce livre, c'est donc savoir davantage et puis découvrir comment, en collaboration avec mes compatriotes, on peut faire à ce qu'on peut donc prévoir, donc on peut contribuer à ce qu'il y ait une nation donc favorable où les gens peuvent vivre heureux et où les gens peuvent vivre donc et leur vie en plénitude sans qu'il
il y ait quelqu'un qui les exploite, ou bien qui les maintient dans une sorte de servitude, voilà. Je vous remercie beaucoup. Je confirme que votre livre, effectivement, trace quand même, montre des chemins pour la sortie des crises répétitives que les Rwandais ont connues, auxquelles ils ont fait face. Naturellement, on peut être d'accord ou pas avec vos propositions, votre analyse, mais je confirme, pour avoir lu ce livre, pour avoir aidé l'éditeur aussi à le sortir, je confirme que c'est un livre plein de leçons, surtout plein de renseignements et d'informations pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda et même pour ceux qui la connaissent, mais qui n'ont pas nécessairement une vision aussi globale. C'est un livre vraiment qui mérite qu'on le lise, qu'on le possède chez soi, parce qu'il y a des références historiques, parce qu'il revient au passé, à l'histoire, mais aussi à l'actualité. C'est un livre écrit par quelqu'un qui est venu du Rwanda il n'y a pas très longtemps, et qui était quand même à des postes de responsabilité dans l'Église, qui lui permettaient d'avoir accès à la population, d'avoir accès à certaines archives. Et comme il l'a dit, il a pu rencontrer des personnalités rares, hein, dont l'ancien roi Kigali V, qui est décédé il y a 4 ans, si mes souvenirs sont bons. C'était Kigali V que j'ai aussi eu la chance de connaître et d'échanger avec lui. C'était une source d'inspiration sur l'histoire du Rwanda absolument formidable. C'est le seul ancien roi qui était vivant. Et donc, il fallait peut-être l'écouter sans nécessairement croire à tout ce qu'il vous disait, parce que c'était un roi. Il y avait aussi des secrets qu'il devait garder. Mais c'est un avantage pour l'abbé Théophile de l'avoir rencontré, je pense. Et donc, et surtout d'avoir grandi dans un environnement politique, familial, qui lui a permis de comprendre certaines choses et de revenir surtout à la source Achangi, où tout a commencé en entre 1900 et 1908. Bien, Abbé Théophile, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Et à tout moment, vous pouvez revenir pour nous parler d'autres choses, du livre ou d'autres sujets en rapport avec votre livre. Eh bien, je pense que vous avez fait un très bon travail. Le livre coûte 22 €. Je répète qu'il sera sur Amazon d'ici quelques jours. Nous donnons les coordonnées, le lien Internet pour pouvoir accéder à ce livre, mais aussi comment on peut le commander auprès de l'abbé Théophile ou des éditions Lapagé. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Si vous avez un mot de la fin, vous avez encore 1 minute. Nous avons 1 minute devant nous. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bon, c'est moi qui vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Et donc, un mot de la fin, donc, c'est de décrire au Rwanda, donc aux Rwandais, à tous ceux qui nous écoutent, aux Rwandais et aux non-Rwandais, et mon souhait et mon rêve, c'est de voir un jour un système qui puisse régenter, et donc rwandais, et donc Rwanda, un système où le Tutsi peut donc se sentir à l'aise, le Hutu se sentir à l'aise, le Twa se sentir à l'aise, tout comme la patrie, tout le monde, mais surtout les Hutus et les Tutsis. Tout système qui est en place, qui crée des prisonniers, à ne pas en finir. Tout système qui sera en place où les gens, une partie de la population se sentira et frustrée, ce système, on n'en veut plus. Donc, mon rêve, je le partage avec tout le monde, c'est un pays où le Tutsi et le Hutu, en particulier, se sentiront à l'aise et qui
ils diront où chacun peut dire et affirmer son système, ça me convient, c'est favorable à moi, c'est favorable à mon avenir, c'est favorable aux générations qui vont suivre. Là, vraiment, c'est mon rêve. Et c'est le même souci qui m'a poussé donc à écrire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon rêve, mais qui ne savent peut-être pas comment tout de suite l'exprimer. Donc, c'est ma contribution et donc sur cette voie et que tout le monde qui partage son rêve et qui puisse aussi mettre sa contribution et comme ça, nous allons avancer vers un Rwanda meilleur, un Rwanda où il fait agréable de vivre. Voilà. Eh bien, vous avez tout dit, hein. Vous vous adressez en fait pas seulement aux Rwandais, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui suivent l'histoire du Rwanda, qui connaissent l'histoire ou pas suffisamment, et ceux qui souhaiteraient découvrir ce qui se passe au Rwanda et pourquoi il y a eu des génocides dans notre pays. En ce qui concerne le fait qu'on cite souvent les Hutus et les Tutsis, c'est parce que ces deux ethnies-là sont responsables, en fait, des crises à répétition que nous avons traversées. Les Batwa, c'est une composante qui représente un peu moins de 1%, qui est significative, bien sûr, parce qu'ils sont les premiers habitants du Rwanda en plus. On fait ça, c'est comme si on les oubliait quelque part, alors qu'ils ont toujours été des victimes tout à fait innocentes des crises créées par les Hutus et les Tutsis. Donc, ne les oublions pas. Nous pensons au contraire que ces premiers habitants de notre pays pourraient avoir un rôle significatif à jouer dans la reconstruction d'un État-nation. Moi, je le pense en tout cas. Ce sont les seuls qui jouissent d'une neutralité positive et bienveillante et qui pourraient, je crois qu'ils devraient jouer un rôle primordial. Pendant un certain temps, en tout cas, on devrait réfléchir à cette solution. Oui, peut-être que ça serait une meilleure solution, mais moi, donc, je pense que la grande responsabilité et donc retombe et Hutu et aux Tutsis. Alors, nous sommes des Hutus, nous sommes des Tutsis. Pourquoi ne pas dire on en a assez de nous avoir affrontés tout au long de l'histoire? On en a assez. Ressaisissons-nous. Qu'est-ce qui nous manque pour vivre ensemble? C'est quelle course que nous poursuivons? Où allons-nous pour nous créer des problèmes sans fin? Donc, la responsabilité, bon, peut-être que comme vous dites, les Batwa peuvent joindre et l'autre, je ne sais pas, mais les deux peuples qui s'affrontent sans fin, nous les Hutus et les Tutsis. C'est le temps de dire, c'est assez. Cherchons une voie commune. La rivalisation, de la criminalité pour nous faire du mal les uns aux autres. À qui ça profite? J'espère que le président Paul Kagame va vous écouter. Hein. Je l'espère aussi. Aujourd'hui, il joue justement sur cette fibre. Et puis, pour opposer les deux composantes principales, composantes de notre nation, ce n'est pas lui qui posera le premier geste de réconciliation, bien au contraire. Et on a l'impression de plus en plus qu'il a intérêt à ce que les Hutus et les Tutsis ne s'entendent jamais. Nous allons en arrêter là aujourd'hui sur cet aspect du dossier rwandais. Je redis à tous ceux qui nous écoutent de lire le livre de l'abbé Théophile Muregira Ntwari. C'est un livre vraiment, vous l'avez d'ailleurs constaté aussi dans l'exposé qu'il vient de nous faire. Il est passionné, il aime son pays, il aime l'histoire de son pays et il a des choses à dire. Donc, lisez nombreux ce livre, vous apprendrez beaucoup de choses et surtout vous en tirerez les leçons qu'il faut. Je vous remercie beaucoup et je vous rends rendez-vous à une prochaine émission. Ok, merci beaucoup.
ubumwe hataba abagome nihaba urugomo nihaba amazimwe nihabe n'ishyari numvise ku isi muyizenguruka muturangire rwose tugeyo Au revoir.